c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas une comète, totalement silencieux. Très, très brillant. Presque aveuglément brillant. Qu'est-ce que ça peut être ? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Notre invité du jour, c'est Nelson Montfort, le journaliste sportif qui a fait Roland-Garros notamment, qui a couvert Roland-Garros pendant 37 ans. Il va nous parler des Jeux Olympiques, de son opinion sur le sport d'aujourd'hui, sur le monde d'aujourd'hui. Il va nous parler d'OVNI aussi, vous allez voir, on va aborder plein de sujets. Merci d'être avec nous. Prenez 30 secondes pour vous abonner. Si vous nous regardez sur la chaîne YouTube, vous êtes 100 000 environ arrivés chaque mois et merci beaucoup pour ça. Vous pouvez cliquer sur s'abonner, vous pouvez mettre la petite cloche aussi pour être au courant des futures sorties de vidéos. On essaye de vous en sortir 3 par semaine depuis le lancement de ce média, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Voilà, on vous met 3 interviews. On essaie de vous proposer des profils très différents, des profils de gens connus, des artistes qui peuvent être connus, des politiques, des chanteurs, des comédiens. Voilà, on essaie de vous proposer plein de choses. Et aussi, et surtout, des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, des profils atypiques, avec des anecdotes de vie, avec des métiers aussi incroyables. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez passer sur le siège comme Nelson Montfort aujourd'hui. Il suffit juste de m'envoyer un mail avec votre numéro de téléphone sur contact@legendegroup.fr. Voilà, le mail s'affiche ici, contact@legendegroup.fr. Faites-moi un petit mail. Vous m'expliquez en 2-3 lignes ce que vous voulez raconter, les anecdotes de vie que vous avez à raconter à tout le monde et vous serez tous les bienvenus. Et là, c'est parti avec Nelson Montfort sur Légende. On y va. Bonjour, c'est Nelson Montfort. Je suis très heureux d'être sur Legend. Eh bien, bienvenue Nelson. C'est vrai que tu as un accent parfait. J'avais oublié à quel point Je ne me force pas. Enchanté, je suis content de te rencontrer. Moi aussi, Guillaume. Il m'a dit qu'on se tutoyait avant. C'est pour ça que Pas de problème. je me perds. Ça vient d'ailleurs de mes facilités en langue anglo-américaine, où le you. Le you évite en fait pas mal de, comment dire, non pas de désagréments, mais évite pas mal de points de gêne, de points d'interrogation, etc. Tout de suite, c'est you. Et finalement, c'est très bien comme ça. Tu parles combien de langues ? J'en parle. Alors, je vais te répondre à cette question. J'en parle, on va dire 3 ou 4. Mais je pense que la première responsabilité qui incombe à un communicant, on va dire de façon générale, et aux journalistes que je suis, que nous sommes, c'est de bien s'exprimer dans la plus langue qui soit, c'est-à-dire la nôtre. Toi, tu es donc journaliste sportif depuis 87. On va revenir sur ta vie, c'est le principe de l'émission. Tu as couvert Roland-Garros pendant 37 ans. C'est ça Oui, avec une pause. Oui, c'est ça. C'est environ ça. Il y a une petite pause, mais enfin, c'est à peu près ça. Ouais. Tu as couvert les Jeux Olympiques depuis 92. 2024, ça va être ton 15e. C'est un joli chiffre rond, ça. C'est un joli chiffre rond. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les Jeux Olympiques, autrefois, étaient tous les 4 ans. Après, justement, en 94, c'est de 2 ans en 2 ans, jeux d'hiver, jeux d'été. Donc, évidemment, ça a augmenté un petit peu ma participation. Mais ça, c'est une vraie fierté je pense pas qu'autant Roland-Garros, même Roland-Garros, je pense pas qu'on soit si nombreux que ça, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de journalistes français qui aient couvert 15 Jeux Olympiques. Je sais pas, j'ai pas calculé, mais je pense pas. T'es venu avec un cahier de vacances pour adultes. Oui. Je vous le montre à l'image et si vous nous écoutez en audio, on va essayer de vous le décrire. Un été sport avec Nelson Montfort, tu as fait un cahier de vacances adulte, c'est marrant, de 17 à 107 ans, c'est marrant. Le Delta, nous en faisons tous partie ici, hein. Que ce soit toi, moi ou tous ceux qui sont dans le studio en train de nous filmer et de nous écouter. Non, en fait, pour faire l'histoire courte, les cahiers de vacances, ça existe en France depuis 80 ans. Ça existe grosso modo depuis les fameux passeports, non ? J'ai payé. Cahier de vacances, passeport de vacances, etc. C'est ça, ouais. Maintenant, c'est une tradition qui vraiment existe en France. Et quand les éditions Magnard, qui font partie du groupe Albin Michel, donc c'est vraiment une très belle maison d'édition, sont venues vers moi, il s'agissait effectivement de faire, à partir de 4-5 ans, 6-7 ans, 7-8 ans, etc., de répondre aux enfants à travers des vidéos, etc., ce que j'ai fait d'ailleurs dans les cahiers de vacances pour jeunes. Mais je me suis dit, au fond, nous sommes dans une année très sportive, comme tu le sais, avec un point d'orgue, évidemment, les JO. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un cahier de vacances pour adultes et autour du sport. Et donc, voici le bébé que tu as dans les mains, avec des quiz, des dessins, des photos, et surtout, et c'est pour ça que c'est bien qu'il s'adresse, c'est familial, on va dire. Mais il n'y a pas seulement du sport, il y a également des considérations géopolitiques. Là, on voit ces fameuses images de Mexico 68, où les Noirs américains sur le podium lèvent le poing ganté de noir, baissent la tête au moment où l'hymne américain retentit. J'explique le contexte, j'explique tout ça. Donc je pense que après avoir lu ce cahier de vacances, on en ressort, je l'espère, à la fois gai, parce que c'est très chaleureux,
mais en même temps avec quelques informations qu'on ne connaissait pas au départ. T'arrêtes pas de bosser toujours, tu continues Bah, pour entre moi, le théâtre, je vois. Oui, ben, pour moi, c'est ma vie. Je t'éviterai le fameux cliché, si je m'arrête, je meurs, mais c'est un petit peu ça. Alors, ça ne m'empêche pas d'avoir d'autres passions qui sont des passions, lecture, la musique, etc. Mais je ne me verrai pas arrêter comme ça. Je vais, là, à la fin de l'année, arrêter un certain nombre de choses, parce que c'est ma volonté et parce que je pense que c'est le bon moment. Mais il y a une page qui va se fermer et d'autres vont s'ouvrir. Tu fais du théâtre avec Philippe Candeloro, Oui. Voilà, ton ami. Ça patine à Tokyo, ça Oui. s'appelle. C'est une pièce de théâtre. C'est drôle parce que pour vous expliquer le jour du tournage, tu pars tout de suite après, tu vas jouer à Arras la Exact. prochaine directement. Ça me fait plaisir parce qu'à Arras, on devait faire une seule date, on en fait deux. Ça nous est arrivé à Rouen également la semaine dernière, ce qui veut dire que la pièce fonctionne bien. Elle a été écrite par Hugo Crémasky et Julien Grange, qui la mettent en scène également. Et ces deux jeunes auteurs ont parfaitement su capter nos personnalités. C'est une comédie policière qui se passe donc à Tokyo dans le cadre d'un championnat du monde. Alors, je ne vais pas trop dévoiler, mais dans le cadre d'un championnat du monde de patinage où un patineur français va jouer le soir même le titre mondial contre un patineur japonais, donc régional de l'étape. Et les Yakuza ne l'entendent pas de cette oreille et on trouve le corps inanimé du patineur français dans la baignoire de la chambre de Philippe. Alors à partir de là, il y a tout un tas de quiproquos et naturellement il y a happy end. et je crois, Guillaume, que tu seras d'accord avec moi, je crois que les gens ont beaucoup besoin de rire en ce moment. Ont beaucoup besoin de rire. Et cette pièce, évidemment, leur en donne l'occasion. Maintenant, t'es papy. Ouais, jeune grand-père. Ma fille Victoria, qui est notre plus jeune fille, a une petite fille qui a 2 ans et demi maintenant, qui s'appelle Nala, qui est notre trésor. Et notre fille aînée, Isor, a eu une petite Rose. Beaucoup de prénoms maintenant. Voilà, a eu une petite Rose qui est également notre trésor. Et c'est vrai que ça change la vie. Ça. Et après, tu vas dans une des écoles les plus chères de Suisse. Tu dis, dans une très très belle école. Quelle est la différence avec une école classique? À quel point c'était fou? Je ne sais pas si c'était la plus chère, mais en tout cas, c'était la plus internationale. Mes parents, donc, effectivement, c'était un pensionnat. Mes parents, donc, voyageant beaucoup, voulaient Avant cela, je fais une petite parenthèse, que juste avant cela, j'étais dans une école protestante ici, en région parisienne, qui s'appelle le Moncel, qui est devenu par la suite le campus d'HEC. Et il se trouve, la raison pour laquelle je fais cette parenthèse, c'est que bien qu'il y ait peut-être 7-8 ans de différence, je cohabitais avec Michel Sardou, qui a également fait ses études au collège de Moncel et qui, je crois, lui a fait toute sa scolarité. Donc, du coup, moi, très jeune, lui, un peu plus âgé, on s'est forcément côtoyés parce que lui a fait toute sa scolarité là-bas, au Moncel. Ça, c'est donc pour la petite histoire. Et après, effectivement, je suis allé dans ce pensionnat où là aussi, on parlait toutes les langues. Là, ça m'a fait vraiment rentrer dans une culture internationale, une écoute de l'autre qui m'accompagne encore aujourd'hui. Ton entourage était vraiment international, c'est-à-dire que tu avais des gens de tous les pays avec toi? Beaucoup, alors c'est drôle parce que on va peut-être être amené à parler des Jeux Olympiques, mais beaucoup d'amis grecs. C'est vrai que il y a 2 pays, on peut penser Grande-Bretagne, bien sûr, mais il y a 2 pays d'Europe dont je me sens très très proche et je pense que culturellement, historiquement, même sportivement, dont je me sens très très proche, outre les Pays-Bas, mais ça je considère que c'est vraiment mon pays, c'est la Grèce et l'Italie. Parce que c'est vrai que dès le départ, dans ce collège, et par la suite, etc., j'ai eu beaucoup d'amis italiens et grecs. Et comme j'étais fils unique, ces amis choisis, parce qu'on ne choisit pas, il y a une chanson là-dessus, on ne choisit pas sa famille, mais sont devenus comme des frères. Oui. Et en termes d'infrastructure et tout, tu vois vraiment la différence? C'est Poudlard? C'est comme dans Harry Potter? Oui, en tout cas, surtout c'était une école où on pratiquait beaucoup de sport. On pratiquait beaucoup de sport l'après-midi. Ça m'a énormément aidé. D'ailleurs, j'en ai même parlé avec des hautes autorités de l'État. Je ne comprends pas. Là, on s'apprête à recevoir les Jeux Olympiques. Comment la France a un tel retard? En Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, dans tous les pays. Dans l'éducation, tu veux dire? Non, j'allais parler du sport à l'école. Mais ça inclut l'éducation. Le sport à l'école. Sans parler de l'Angleterre. Moi, j'avais le sport à l'école.
Aujourd'hui, en France, on n'a quasiment pas de sport à On a l'école. 2 heures par semaine, non, je crois. Ouais. On a dit, le chef de l'État s'est exprimé en disant une demi-heure par semaine. Mais qu'est-ce que c'est une demi-heure par semaine? Une demi-heure par semaine, j'imagine que c'est hors week-end. Mais même, c'est très très peu, c'est trop peu. Nous avions, et ça c'est une chance, mais énorme. Et évidemment, ça se ressent après par la suite dans les résultats sportifs obtenus par l'élite, évidemment. Et pourquoi tu dis, vous en aviez plus, c'était tous les jours, vous? Ah, on faisait du sport tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, enfin tous les jours, toutes les après-midi, oui. Tous les jours. Comme aux États-Unis. Aux Tous les États-Unis, il y a jours, des écoles où ils font pas de cours, l'après-midi, c'est que sport. Absolument, notamment sur les campus, et notamment sur les campus universitaires, où aux États-Unis, comme tu le sais, il y a des jeunes qui viennent, qui signent une entrée à l'université pour faire du sport, pour faire partie de teams. Et je ne veux pas dire que les études sont annexes, mais il y a un petit peu de ça. Les grands basketteurs, la NBA, ils viennent tous pratiquement de la NCAA, c'est-à-dire le basket américain universitaire. Et tu vas être élevé dans cet environnement-là. Tu vas quand même aller faire des jobs à côté. Tu vas être caddie de golf. Ça, c'est venu un petit peu plus tard. À 22 ans. Ça a été mon premier job. Alors après, bon, pour faire un raccourci, après, j'ai fait mes études supérieures en France. J'ai une maîtrise de droit et le diplôme de Sciences Po. Si je m'autorise cette parenthèse, Sciences Po, qui n'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. Je referme la parenthèse, mais voilà, je pense qu'on me comprendra. Et après ça, bon, j'étais dans un environnement, c'était il y a quelques années, où avec 2 diplômes comme ça, il n'y avait pas vraiment de chômage. Je pouvais choisir. Le seul problème, c'est que dans ce qui pouvait m'être proposé, ça ne m'intéressait pas. À partir de là, j'ai pris des chemins de travers. Je suis effectivement allé passer 1 an en Amérique. Là non plus, ça n'a pas été très concluant. Et je suis revenu pour tenter ma chance dans la communication, dans le journalisme. C'est à Sciences Po que tu vas rencontrer ta femme. Oui, c'est exact. Ça fait 40 ans que vous êtes ensemble maintenant. Ouais, ça doit être tout à fait unique dans les annales du métier que j'exerce. Non, mais ça, je veux pas dire que je suis le dernier des Mohicans, mais pas loin. Je ne connais, pour ainsi dire, je te promets, Guillaume, je ne connais pas d'autres exemples. Qui est resté aussi longtemps. C'est-à-dire qu'en plus, Dominique a commencé, était toute jeune publicitaire, et elle était très brillante en matière de publicité. Elle gérait un budget qui n'est pas des moindres. Fiat Automobile, qui est dans un milieu hyper masculin. Elle allait très souvent à Turin. Elle avait également des très bons contacts avec la marque Ferrari, excusez du peu. Enfin, voilà. Elle était très, très forte dans ce qu'elle faisait. Et puis, et ça, j'en ai toujours conçu une très grande admiration pour elle. Elle a en fait renoncé à son travail, qui était encore une fois très brillant, pour s'occuper de nos filles, qui grandissaient et tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment une forme de sacrifice. En tout cas, c'est un sacrifice professionnel. C'est pas un sacrifice personnel, puisque c'était un choix. Mais je sais combien ça lui a pesé à un moment donné, et je sais combien je lui dois. Donc, effectivement, et là, j'ai senti une forme de rétribution de faire pareil. C'est-à-dire que moi aussi, mon travail a commencé à me prendre de plus en plus de temps, mais j'ai toujours privilégié une certaine forme de vie familiale. Toujours. Oui, c'est difficile dans des métiers où tu n'es pas souvent là, où tu pars sur des événements pendant 15 jours, à Roland-Garros. Très difficile de garder un équilibre de vie. Oui, c'est-à-dire que j'ai souvent, dans la mesure du possible, notamment pour des événements en Europe, où Roland-Garros c'est un bon exemple, de pouvoir leur en faire profiter à l'époque où c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui, parce que, bon, moi j'ai connu, je fais une petite parenthèse, mais moi j'ai connu Roland-Garros comme spectateur bien avant d'être journaliste. Mais je te jure, ça paraît être la préhistoire. On achetait sa place au guichet le jour de la finale. Le jour de la finale. Je me souviens d'une finale avec Björn Borg, quand même, hein, tout le monde l'a entendu parler. L'année, je sais plus, c'est vers la fin des années 70, où j'étais allé avec un ami le matin de la finale, même pas demi-finale ou quart de finale. Je trouvais qu'il y avait des guichets, place. C'était plus artisanal. Oui, mais c'était. Je vais te dire, moi, j'ai une certaine forme mais j'ai une nostalgie pour pas mal de choses. Mais ça, j'en ai une vraie nostalgie. Ouais. On a fait une interview de Patrick Mouratoglou, là. Que j'apprécie beaucoup. Dans le Sud, qui a monté qui est entraîneur de tennis, de Serena Williams, et ça. Et il nous racontait que, je crois que c'est lui qui nous a raconté ça, si je dis pas de bêtises, qui jouait sur le court central. Fut un temps, tu pouvais aller l'après-midi quand il y avait personne. Pendant l'année. T'entraîner, ouais. C'est exact, pendant l'année. J'apprécie beaucoup Patrick. Déjà, je trouve que c'est un garçon qui a beaucoup d'élégance. Et puis c'est vrai que son centre à Sophia Antipolis, le mot que nous cherchions. Exactement. Voilà,
bon, À un Antibes. exemple. À Nice. Oui, à côté, entre Nice et Cannes. Ouais. C'est vraiment un exemple. Pardon, juste pour terminer sur les 40 ans de couple, c'est intéressant, je pense, pour plein de gens. Là. Comment tu as fait pour rester, pour être, tu vois, malgré, j'imagine, plein de tentations, plein de trucs, comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte que ça dure si longtemps? Alors, je vais te donner un exemple qui est quelqu'un de mondialement connu, Rafael Nadal, Oui. qui est avec celle qui est devenue sa femme et la mère de son enfant, Xixa. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans. Raphaël Nadal, est-ce que tu n'imagines pas les tentations que peut avoir un garçon comme celui-là? Tu n'imagines pas l'essaim de jeunes filles, de jeunes femmes aujourd'hui qui courent autour de lui. C'est un garçon extraordinaire, superbe, charismatique, généreux, gentil, bien élevé, et en plus le meilleur joueur peut-être de l'histoire du tennis. Eh bien, alors je ne vais pas me comparer à Raphaël Nadal, mais je veux dire, quand on rencontre, quand on fait la rencontre, eh bien, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas non plus il y a d'autres, mais voilà, je répondrai très honnêtement à ta question. Ouais, non, c'est intéressant. Parce que toi qui as une carrière qui était très remplie, où tu as fait beaucoup de choses pendant 37 ans, j'imagine que tu as dû avoir des échecs comme tout le monde, des succès, des moments où tu rentres le soir, tu es déprimé. Ce métier, c'est ça? C'est un jour tu rentres, tu es galvanisé? Qui n'en a pas? Exactement. Alors, effectivement, sa fameuse expression « tel qu'il rit vendredi, dimanche pleurera », j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que nous sommes en train d'enregistrer un vendredi ou l'inverse. Mais ça c'est très, très vrai. Et dans les métiers qui sont les nôtres, c'est peut-être encore plus vrai. Ça, je m'en suis beaucoup rendu compte. C'est aussi la raison pour laquelle, et ça, je pense que c'est ma religion protestante qui me fait dire ça. J'intériorise beaucoup. Je montre assez rarement, parce que bon, parce que si la vie c'est ça, c'est vraiment des montagnes russes, etc. Ce que j'ai appris, c'est d'essayer de pas être trop, de pas être trop enthousiaste, je vais pas dire pas être trop heureux, parce qu'il faut être heureux, mais quand t'es en haut, et de pas être si possible trop déprimé quand t'es en bas, surtout si c'est 24 heures après, et ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. J'ai l'impression que tu es d'accord avec moi. Essayer d'être constant, mais... Et j'essaye. Et je n'y pas envie, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Mais j'essaye vraiment. Tu vas partir aux États-Unis après Sciences Po. Tu vas faire un stage à San Francisco. Tu pars vraiment à l'ouest. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Tu es vraiment à l'ouest. If you're going to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Alors toi, tu es beaucoup trop jeune pour avoir connu cette chanson. Scott McKenzie, Shining Hour. Bien sûr. C'était dans la fin des années 60, début des années 70. Le mouvement hippie à San Francisco. Elle est très connue, cette Et chanson. elle est mondialement, tu la connais? Ah bah, évidemment. d'accord. Non, oui, enfin, Quand t'es même, beaucoup quand trop même. jeune pour la connaître. Mais ouais, mais cette chanson est devenue une sorte d'hymne. Je ne veux pas dire le deuxième hymne national américain, mais enfin, est devenue une sorte d'hymne à la paix, à la flower power, telle qu'elle existait à San Francisco, où c'est vrai qu'on ne fumait pas que du tabac dans ces fameuses années. Toi, tu y étais dans les années 70, Oui, justement, j'y étais justement assez... Et t'as eu ce petit côté hippie, même si tu bossais en finance? Non, pas vraiment. Bah non, justement. La question est drôle. Non, mais le soir, t'aurais pu l'endroit, avec... l'endroit où je travaillais m'interdisait évidemment d'avoir ce genre de tentation. Non, autant j'ai toujours eu le vrai amour de la musique et de la chanson et aujourd'hui de la musique classique comme auditeur, etc. Mais ça oui. Et de la musique anglo-américaine, la musique folk, la musique country que j'adorais et que j'adore encore aujourd'hui. Sur l'Amérique, ça m'a... J'ai vraiment eu ma dose, mais justement, je n'ai pas eu d'autres doses. T'as jamais essayé? Pardonne-moi cette transition. Non, j'ai jamais essayé. T'as jamais retrouvé? Non, je n'ai jamais essayé. Je dis la vérité. Non, mais je sais qu'on est suivi par des millions de gens, donc je ne peux pas te raconter l'histoire. Non, j'ai jamais essayé. J'ai essayé de fumer la cigarette et ça ne m'allait pas. J'avais pas. À partir du moment où tu fumes pas cigarette, tu vas pas fumer. Enfin, je sais pas. Je suis pas assez spécialiste, mais non, j'ai jamais. La drogue et l'alcool, c'est pas du tout des. Ça ne m'a jamais tenté. Tu pars faire des études de finance pour faire plaisir à ton père ou pour toi au départ? Pour faire plaisir à mes parents. Ouais, pour faire plaisir à mes parents, oui, parce que
Je veux pas dire que je sentais dès le départ que c'était pas pour moi, mais il y avait un petit peu de ça. J'ai toujours eu et encore aujourd'hui, une âme de saltimbanque. C'est vraiment, mais vraiment. Quand je suis rentré, je considérais pas ça comme un échec, mais au contraire comme un départ, parce que c'est pas facile de tenter une aventure à l'étranger et de revenir. Oui, de revenir, forcément, ça veut dire c'est un échec, forcément, etc. Mais moi, j'ai toujours ressenti ça comme une lumière au bout d'un tunnel. Parce que, paradoxalement, ça n'allait pas si mal que ça. J'étais donc à la Bank of America, qui est une très grande banque américaine, et j'avais cette culture internationale, comme je ne suis pas plus bête qu'un autre. Ils voulaient vraiment me garder. Ils voulaient vraiment me garder. Ils disaient, ah, mais vous nous intéressez beaucoup, vous avez un profil international, etc. Vous allez parcourir le monde entier pour nous, etc. Mais moi, j'ai assez vite vu que ça ne m'intéressait pas. Et donc, au bout d'un an, ça permet quand même de voir. Hein. Voilà, exactement. C'est exhaustif. Je suis rentré où personne ne m'attendait, mais j'ai commencé à frapper à certaines portes à ce moment-là. Et tu dis quoi? Tu dis à tes parents, écoutez, ça me plaît pas, je veux faire du journalisme? Oui. Oui, en substance, c'était ça, oui. Ça leur a pas plu ou ils ont accepté que Ça leur a moyennement plu. Je te dis la vérité, ça leur a moyennement plu parce que je me dis, mais comment? Tu connais personne, ce qui est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, j'enseigne dans une école de journalisme et on me dit, ah, mais il faut connaître Pierre-Paul ou Jacques pour entrer. Moi, je ne connaissais strictement personne. Je te promets, Guillaume, je ne connaissais strictement personne. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas tous ces médias d'aujourd'hui, les chaînes de la TNT. Il y avait 3 chaînes en France, la 1, la 2, la 3, qui représentaient des sortes de Fort Knox ou de sous-sol du Pentagone où personne ne rentre, personne ne me connaissait, personne ne m'attendait. Donc, j'ai commencé à frapper aux portes et petit à petit, une porte s'est entrouverte. Donc, je dis donc à mes étudiants, je dis voilà, moi je ne connaissais personne, il y avait très peu de médias, et aujourd'hui, il y a beaucoup, ça fait beaucoup plus facile partout. Plus facile aujourd'hui qu'avant, tu penses, en journalisme? Si il faut répondre par oui ou par non à cette question, je répondrai oui. Forcément, il y a beaucoup plus de possibilités. Il y a plus avec de Internet choix. aussi, ça. J'allais dire ça. Sur le net, vous en êtes l'illustration. Je veux dire, ce sont des ruches pour des jeunes qui sont motivés. Ça peut être des opportunités formidables qui n'existaient absolument pas à ma lointaine, j'ai l'impression de parler comme... Mais à cette époque... Oui, à l'époque, mais moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait des radios, mais si tu n'avais pas de possibilité de rentrer dans une radio ou une télé, tu ne pouvais pas bosser. Là, aujourd'hui, on peut créer sa chaîne, son média, et pas que des jeunes. Hein. Il y a beaucoup de parents de tous les âges maintenant, et même mes parents consomment aujourd'hui Netflix, vont consommer autre chose que de la télé. Complètement. Ça, les chaînes traditionnelles, comme on les appelle, c'est sûr, sont en baisse. C'est à cause de tout ça, bien sûr. Même sur Facebook, ils vont regarder des vidéos, finalement, de plus en plus longues. Complètement. Est-ce que ton papa, je crois que tu as dit dans une interview, il ne t'a pas connu journaliste? Ça, c'est peut-être mon principal regret, parce que, si, il m'a connu au tout début, mais au moment où je faisais mes premières armes. Mais non, mes parents, malheureusement, j'ai eu le malheur de perdre mes parents. De toute façon, on perd toujours ses parents trop jeunes. Mais là, en la circonstance, ils étaient vraiment jeunes, surtout ma mère. Et malheureusement, ça, c'est un vrai regret. C'est vrai qu'ils n'ont pas connu ce qu'on peut appeler une forme de réussite, ça, ils l'ont pas connu. Non. Ils t'ont pas connu célèbre, entre guillemets, de la notoriété. Ouais. Non. Mais c'est assez rare que je m'exprime comme ça, mais je suis en confiance. Je me dis qu'au fond, peut-être qu'ils le voient. En tout cas, moi, je fais tout. Je m'adresse à eux. Je fais tout pour qu'ils le voient. Donc, voilà. Je parlais de Cristiano Ronaldo. Faut pas penser que je suis un fan de Cristiano Ronaldo particulièrement, mais j'ai justement vu un reportage sur lui. Je crois qu'il a plus son papa. Il disait que c'était son plus grand regret qu'il ne l'avait pas connu. Devenir le Ronaldo qu'il est devenu. Oui, je crois qu'il l'a perdu jeune, effectivement. Il dit, j'ai tout, sauf ça, et c'est ce que j'aurais aimé qu'il me voie pour être fier. Il y a un autre exemple que je connais. Alors là, en plus, j'en étais le témoin direct. C'est l'athlète américain, le sprinter Carl Lewis, qui a été pratiquement mon premier interlocuteur lorsque j'ai démarré à la télévision. Pardon, je fais une petite passerelle, mais comme c'est directement lié, c'était au JO de Barcelone 92 où Carl, comme Usain Bolt, ils ont fait des carrières olympiques énormes. Et quelques mois avant, il avait perdu son papa et il m'a confié à mon micro. Il regardait vers le ciel étoilé de la capitale catalane et
Il dit je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel et qui veille sur moi ce soir. Tu vois, ça, c'est des réponses très, très fortes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, parce que c'est la vie, tout simplement. Que la réussite arrive un peu aussi tard, etc. Exact. Ceux qu'on aime le plus n'en sont pas les témoins directs, parce qu'ils ne sont plus là. Ouais. Après, on a ses enfants qui le voient. Ça, c'est vrai. Et c'est plus qu'une consolation. Par rapport à ton éducation, qu'est-ce que tu as appris de tes parents que tu essaies de transmettre à tes enfants? Tout. Le fait d'écouter plus que de parler, le fait de... Il y a cette phrase je crois qu'elle est de Voltaire, je ne partage pas votre opinion, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer. Ça, c'est la religion protestante. Ça, c'est la tolérance. Ça, c'est écouter autrui. Ça, c'est le respect d'autrui. Donc, quand je dis tout, c'est tout. Parce que mon père était profondément comme ça, ma mère aussi. Et encore une fois, ce que je disais il y a quelques minutes, c'est que le fait qu'on partageait tellement ensemble, on partageait des repas où nous étions trois. Voilà, ce sont des moments que je garderai au fond de moi toute ma vie. Et effectivement, j'ai essayé, maintenant elles sont grandes, mais j'ai essayé vraiment de transmettre ça à mes filles. Oui. En 83, tu vas partir justement avec ta femme, des amis, notamment dans les Alpes, en 73, en Savoie. Haute-Savoie? Haute-Savoie. Ah, non, Savoie, 73. Je te vois venir, oui. Et tu vas voir un ovni. Oui. Alors, je pense que je te fais l'impression de ne pas être un hurluberlu, quelqu'un qui va raconter des histoires. Je suis quelqu'un d'assez cartésien. Oui, j'ai vu quelque chose aussi une fois. Ah ben, voilà, ça, je suis très heureux. Alors, je veux dire, de toute façon, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 50% des gens qui y croient. Et moi, ce que j'ai vu avec quelques amis, c'est une vision d'environ une quinzaine de secondes, c'est déjà assez long, une vingtaine de secondes, d'un objet, oui, rectangulaire, très très lumineux, très lumineux, au-dessus de la chaîne des Arcs en Savoie, et osciller comme ça à 45 degrés et s'enfuir à une vitesse vertigineuse vers le cosmos. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien, et oui, j'ajoute, c'est peut-être le plus important de tout, totalement silencieux. Alors que j'estimais cet objet à environ, je sais pas, peut-être 2-3 km, pas 50 km, totalement silencieux, très très brillant, presque aveuglément brillant. Qu'est-ce que ça peut être, Guillaume? C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas une comète. Une comète, ça a une trajectoire assez rectiligne, etc. C'est donc quelque chose de non identifié. Est-ce que c'est des essais militaires? Encore une fois, moi, je suis prêt à accepter tout. J'ai ensuite, pendant des années, je me suis intéressé à ce phénomène. J'ai beaucoup lu dessus. Moi, j'ai vu ce qu'on appelle une rencontre du premier type. Je vois que ça t'intéresse. J'ai vu une rencontre du premier type, qui est donc effectivement... Parce que donc, qu'est-ce que c'est? Rencontre du premier type, c'est ce que j'ai vu. C'est une vision de loi, etc. Rencontre du deuxième type, c'est quand l'objet se pose. Et là, il y a énormément de témoignages aussi, pas le mien. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et puis, rencontre du troisième type, celle qui a fait évidemment fantasmer tout le monde et qui a donné lieu à un film, un chef-d'œuvre de Steven Spielberg, avec François Truffaut dans un rôle, pas réalisateur, dans un rôle d'un professeur. Eh bien, c'est donc vision d'éventuels habitants. Ça, c'est la rencontre du troisième type. Donc, moi, j'en suis resté à une assez modeste rencontre du premier type, mais en enquêtant sur ce que j'ai vu, je te jure que ça ne peut pas laisser indifférent. Et j'ai ensuite lu des témoignages beaucoup plus forts que le mien. Tu t'es renseigné après? Eh bien, non seulement je me suis renseigné pour des années et des années après écrire un livre. Et lorsque j'ai écrit un livre qui s'appelle « OVNI, sommes-nous seuls ?» Alors, ça, c'est le titre du livre. « OVNI, sommes-nous seuls ?» qui est paru chez Michel Lafon il y a quelques années. Et qui a du reste plutôt bien marché. Ce qui prouve que voilà, ça suscite un certain intérêt. Et si il faut répondre oui à cette question, il n'y a pas de livre. OVNI, sommes-nous seuls? Oui, non, ben non. Il n'y a pas de livre. Tu vois ce que... Donc, OVNI, sommes-nous seuls? Donc, moi, je développe plutôt... Non, nous ne sommes pas seuls. Et en enquêtant sur ce livre, toutes les personnes, et on a interrogé des sommités, j'ai travaillé avec un scientifique, une sorte de professeur tournesol, Ivan Kiryov, que j'adore. Donc, on a enquêté ensemble, parce que lui, c'est un vrai scientifique. Toutes les personnes
qui y croit ou qui écoute les autres, etc., étaient très très gentils au téléphone ou même en rendez-vous, etc. Alors que tous ceux qui n'y croient pas ou qui font semblant de ne pas y croire étaient souvent très méchants, très agressifs, etc. Mais moi, il me semble que quand on n'a rien à cacher, on est plutôt agréable, on est plutôt... Et bien là, c'est exactement le contraire. Et ça, l'enquête de ce livre, qui nous a préparé 1 an et demi pour sortir ce livre, m'a conforté dans le fait, je ne vais pas faire trop long là-dessus, que... Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a de très fortes chances que nous ne soyons pas seuls. Alors, est-ce que... De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Ça, je ne peux pas y répondre. En tout cas, il s'agit forcément d'intelligence hyper supérieure à la nôtre, puisque s'ils viennent nous rendre visite pour rester 20 secondes et repartir, c'est qu'ils ont une civilisation forcément beaucoup plus avancée que la nôtre. Et il y a des centaines, des milliers, Guillaume, de témoignages, des témoignages du pilote de la NASA, des témoignages d'astronautes de la NASA. Mais quel est leur intérêt? Quel est leur intérêt? Elle est mentir, ouais. Au contraire, ils ont intérêt total à être justement de l'autre bord. Donc, et t'as pas vu qu'il y avait un gars de l'armée américaine, là, il y a pas longtemps, qui a dit oui, on a mais il y a des vidéos. 2 pilotes de soucoupe et enfin de soucoupe, de vaisseau, on appelle de ça. Vaisseau, oui, de vaisseau. Mais il y a plein de témoignages. Il y a des témoignages de l'équipage tout le monde parle de l'équipage Apollo 11. Avec Neil Armstrong qui s'est posé sur la Lune pour la première fois, mais 2 mois avant, en mai 1969, il y a eu Apollo 10. Apollo 10 qui, entre parenthèses, a pris tous les risques, parce qu'ils sont donc partis vers la Lune, ils ont décroché le module lunaire qui est descendu à une dizaine de kilomètres de la surface de la Lune, donc autant dire qu'il voyait absolument tout, et qui est remonté pour de nouveau faire l'amarrage et rentrer. Et Apollo 10 a préparé et a donné le succès d'Apollo 11, mais 2 mois et demi après, à peine. Eh bien, les pilotes du module lunaire d'Apollo 10, Stafford et Cernan, tu vois, encore leur nom. Oui, parce que oui, T'as bouquiné. Oui, j'ai vraiment enquêté là-dessus. On vu des choses qui sont tout à fait. Ils ont vu des trucs eux aussi. Ils ont vu des choses que la NASA leur a demandé de ne pas divulguer, quoi. Shut up. Tu entends dire what is shut up. Ils dit mais qu'est-ce que tais-toi. Ah oui. Ça a l'air. Ouais, c'est passionnant. Oui, c'est très passionnant. On pourrait faire des heures là-dessus. Non, mais il y a plein de théories du complot dont certaines sont vraies. Enfin, ça ne veut plus rien dire, théorie du complot. Parce qu'il y avait plein de théories du complot qui finalement se sont avérées vraies. Ouais. Mais c'est avec les réseaux sociaux. Je demande qui sont les complotistes. Non, mais c'est ça. Qui sont les complotistes? En fait, c'est que tu peux trouver sur cette affaire-là, qui sont les complotistes? Ceux qui disent, qui croient à une existence extraterrestre. Je dis bien une existence, et pas des petits hommes verts. On parle pas de ça. Mais si chaque étoile est un soleil dans le ciel, ça veut dire qu'il y a d'autres possibles galaxies, d'autres possibles systèmes solaires. Oui. Et qui viennent de très très loin. De très très loin. C'est-à-dire que sinon, on a du mal à aller sur la Lune. Mais la Lune, c'est tout près. Oui, c'est 330 000 kilomètres. Mais là, on parle de milliards de kilomètres. Et ça s'arrête où? Où est-ce que ça s'arrête? C'est ma passion dans la vie, ça. Où est-ce que ça s'arrête? Je me suis assis sur la plage avec des copains, on a parlé pendant 2 heures de ça cet été encore. Mais c'est fascinant. La prochaine fois, je me joindrai à votre groupe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais bien sûr, et pour terminer... ça s'arrête où? Ça s'arrête à l'existence de Dieu. D'ailleurs, il y a un livre qui est paru sur la science et Dieu. L'auteur, j'ai plus trouvé ça, ils sont 2. Mais ils expliquent, là, tu devrais lire ce livre, parce qu'ils expliquent justement que ça s'arrête à un moment donné. Oui, il y a forcément un bout. Mais ça, c'est notre cerveau qui pense ça. Comment? Est-ce que c'est notre cerveau qui est habitué à avoir des limites Là, il n'y a plus de limites. Et d'ailleurs, parce que je me suis évidemment beaucoup intéressé à la conquête spatiale. Alors ça, c'est très cartésien, la conquête spatiale. Encore qu'il y a des... Alors eux sont, je pense, des complotistes qui nient le fait qu'Apollo 11 soit que le module lunaire d'Apollo 11 soit atterri sur la Lune, et à l'Uni, voilà. Mais bon, ça, eux sont vraiment des... Voilà. Mais c'est tout à fait passionnant. Non, ce que je veux dire, c'est que quand l'un des ingénieurs principaux de la NASA était Wernher von Braun, ex-allemand reconverti dans des tâches plus nobles que celles qu'il exerçait pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était un très très grand esprit scientifique. Il allait, je ne conçois pas
la création du monde sans la notion d'un créateur. Donc ça veut dire que, voilà, qui croit Oui, qu'il y a quelque Seigneur. chose. Bien Ouais, sûr, c'est ça. Mais est-ce que la Terre est pas plate? il y a beaucoup C'est d'affirmer cela. J'ai reçu quelqu'un sur le fauteuil ici. Oui. Parce que 8% des Français pensent que la Terre est plate. 8%. C'est vrai, ça? Oui, bah c'est Donc, c'est vrai, les Français, donc de la population, pas seulement les Français, j'imagine la population mondiale. De 8%. Ah bah, je crois que les Américains, c'est plus. Ah oui, peut-être, oui. Mais je crois que c'est de l'ordre de 6 millions de Français, quand même. Ah Donc, on trouvait ça intéressant. On a reçu un platiste qui s'appelle Mike, il y a quelques temps, avec un scientifique après qui a expliqué en parallèle. On a fait 2 émissions qu'on a mixées, et qui expliquait pourquoi il pensait, père de 4 enfants, un monsieur, un père de famille qui pense que la Terre est plate. Pour certaines raisons, il est venu nous expliquer pourquoi. Et donc, au bout de la Terre, Il y a un mur de on glace plonge... Ah, il y a un mur de glace. qui retient l'eau. Non, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que il y a des théories comme ça. Oui, mais alors il y a quand même une chose. Alors, il y a quand même une photo. Enfin, il y en a eu plusieurs par la suite, mais là, encore une fois, je ne veux pas trop. mais il se trouve que je me suis vraiment beaucoup intéressé à la conquête spatiale et à la NASA. Et Apollo 8, Noël 1968. D'ailleurs, c'était une année 1968 qui était une année terrible pour l'Amérique, où il y avait eu des assassinats de Martin Luther King, de Robert Kennedy. Il y avait eu les jeux de Mexico où les athlètes noirs avaient levé le poing, gantés de noir, en baissant la tête au moment de l'hymne américain. Et Noël 68 était une sorte de, comment dire, de parenthèse un petit peu parce que Apollo 8 était le premier vaisseau à aller vers la Lune, à faire le tour de la Lune et revenir sur Terre. Pas à se poser. Donc Apollo 8, c'est donc 6 mois avant Apollo 11. 7 mois avant. Eh bien, il y a une photo extraordinaire d'un lever de terre, où depuis la Lune, on voit la Terre qui est ronde et qui est bleue. Et là, elle est ronde. Elle est pas plate. Elle est ronde. Donc, Mais t'as pas besoin de me convaincre. Hein, moi, non, c'était pas mon intention. Mais je lui ai dit, tiens, Mais regarde. il faudrait montrer à ce scientifique, il faudrait que tu lui montres cette photo. Enfin, le scientifique, il est d'accord avec nous aussi, c'est l'autre. Hein, c'était Mike qui pensait que... Mike. Mais par exemple, je lui ai dit, tiens, la Blue Marble, la photo ronde, il dit, oui, mais c'est des reconstitutions. Je dis, oh, mais Thomas Pesquet, il est bien tu le vois bien que dans l'ISS, il est en l'air, par exemple, ne serait-ce que ça. Ouais. Il dit, oui, mais c'est un câble qui le tient. Oh non. Et donc, j'arrivais pas... J'ai eu du mal à... Voilà. Non, là, c'est trop, là, c'est too much. La même année de l'OVNI dont on parlait avant, c'était en 83, hein, c'est ça? Mais ça devait Bah oui, Yannick Noah a gagné le tournoi de Roland-Garros cette année. Oui, c'était l'OVNI du tennis français, parce que depuis, ça marche beaucoup moins bien. Et tu vas remarquer quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de journalistes qui font des interviews sur le bord du terrain. Oui, c'est exact. Alors ça c'est vrai, parce que c'était quand même bien avant mais je pense que, d'ailleurs, je lui en ai parlé à lui, à Noah. J'ai dit, tu sais, parce que bon, il se trouve que c'est pas un ami intime, mais enfin, on se connaît quand même assez bien, on joue de temps en temps au golf ensemble. Et je lui avais dit ça une fois, je dis, mais Yannick, dans cette ferveur incroyable, je sais pas si tu te souviens, son père, enfin, tu t'en souviens pas, mais t'as vu les images, t'étais pas né. Les images où son père descend sur le court, saute quasiment de la tribune et tout. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu quelqu'un essayer de l'interviewer. Je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal, parce qu'il y avait tellement bon. Ouais. Mais c'est vrai que de recueillir les propos, surtout là, ce jour-là, ça m'aurait plu. Et je pense que c'est ce qui m'a fait dire que peut-être qu'un jour, on pourrait peut-être faire ça. Parce que je l'avais déjà vu sur les chaînes anglaises, américaines, etc. Des interviews à chaud. Des interviews de fin de match. Et c'est vrai que donc, 5-6 ans après, je suis arrivé. C'est tes filles qui vont arriver d'abord en 84, 89, ça va s'enchaîner, tu vas avoir deux filles. C'est donc Isor et Victoria. Ouais. On va en parler un peu plus tard. En 87, première télé, c'est ça? Oui. C'est le moment où ça commence vraiment. Tu vas interviewer Martina Navratilova. Comment ça se passe, la première interview? Alors, en fait, c'est drôle. Parce que ce qui est drôle, c'est que ça va te faire sourire. C'était le trophée de tennis féminin du Cap d'Agde. Le Cap d'Agde est connu pour une station de... Naturiste. Voilà, exactement. Alors, bon, là, je précise que c'était plutôt vers novembre-décembre, donc bon, les spectateurs n'étaient pas... mais le premier hôtel... Le premier hôtel où je suis descendu pour le premier reportage, ça s'appelait FR3 à l'époque, pas encore France 3, s'appelait l'hôtel Ève, qui était donc un hôtel au Cap d'Agde. Et j'en garde un souvenir. Alors, il y avait 4 joueuses, et non des moindres, Martina que tu viens de citer,
Chris Evert, qui était sa grande rivale de l'époque, Arantxa Sánchez, l'Espagnole, une tueuse, une accrocheuse, et Steffi Graf, qui était déjà quasi numéro 1 mondial. Et effectivement, comme c'était pas non plus Wimbledon, tu vois. Mais ce tournoi m'a permis de faire des premières interviews avec ces 4 joueuses. Et effectivement, Martina, qui, comme tu le sais, a des préférences sexuelles, voilà, qu'elle a été très courageux. Et en plus, à l'époque, c'était pas si facile. Non, moi, je suis pas au courant. De dire, Martina, elle l'a affirmé, elle l'a écrit, qu'elle aime les femmes. D'accord. Mais à l'époque, c'était pas si facile de le dire. Et elle disait, mais ce n'est pas parce que j'aime les femmes que je n'aimerais pas avoir un enfant, etc. Et ça, elle me dit ça à l'interview. C'était ma toute première interview. Bon. Oui, donc je me dis, il faut quand même un certain degré de confiance pour faire dire ça, ouais. Moi, je n'existais pas, personne ne me connaissait. Et je me suis dit, là aussi, là, peut-être que ce métier vaut la peine d'être poursuivi, de rentrer un petit peu plus dedans, d'essayer quand c'est possible. Parfois, c'est possible, la plupart du temps, ça ne l'est pas, mais parfois, ça l'est, d'avoir peut-être quelques confidences, quelques informations que le public va être heureux de partager. Et ça, c'était au tout départ. Alors après, évidemment, ça m'a mis en confiance pour la suite, mais c'était effectivement là, je crois, effectivement, tu es bien informé, je crois que la toute première interview télévisée, on va dire, ça devait être ça. Et après, tu vas faire des interviews, même tu vas commenter les compétitions de golf sur France 3. À l'époque, le logo de France 3, c'était effectivement le logo sport, évidemment, tennis, golf, équitation. Et il se trouve que dans ces 3 sports, j'étais compétent. On retransmettait, ça paraît complètement loufoque aujourd'hui, parce que le golf à l'époque n'était pas ce que c'est devenu, des tournois de golf pendant 3 heures le dimanche après-midi. Je sais pas, il n'y avait pas trop d'audimat à l'époque, enfin bon. Et moi, je me régalais, et pas n'importe quel tournoi, des grands tournois. Donc c'est comme ça que tout a démarré. Et tu sais que tu avais des spectateurs assez privilégiés. Tu parlais de qui? Tu disais qu'il y avait des gens qui te regardaient, très connus, qui regardaient les émissions de golf. Ah, j'ai une anecdote. Je vois que tu es vraiment bien informé, Guillaume. J'ai une anecdote qui est très savoureuse. En 1991, il y a eu donc ce qu'on a appelé la guerre du Golfe, avec Irak, Koweït, USA, à l'époque de George Bush père comme président des États-Unis. Et il y a eu, c'était vers la fin de l'année 91, des moments très très tendus. Il y avait une coalition internationale dont la France faisait partie. Mitterrand était le président français à l'époque. Et nous avions une émission qui passait le samedi soir qui s'appelait l'heure du golf. Pour la petite histoire, je ne résiste pas au fait de te dire que cette émission, l'heure du golf, c'était un peu prématuré par rapport à ce que le golf était à l'époque. Enfin bon, elle passait juste avant la série rose. La série rose, c'était sur France 3 le samedi à minuit. Oh putain. Une série rose sympathique, mais enfin, un peu dénudée, quoi. C'était pas du hard porno, pas du tout. C'était une série rose. Érotique. Voilà, érotique dans le bon sens du mot. Mais cette série rose attirait énormément de téléspectateurs. Ce qui veut dire que l'heure du golf... Il n'y avait pas Internet, hein. Il n'y avait pas Internet, il y avait les chaînes C'est le seul moyen de voir. Exactement. Et donc, ce qui veut dire que l'heure du golf, dans son dernier quart d'heure, l'audience montait parce que les gens attendaient la série rose qui démarrait à minuit. Et nous, c'était de 23h30 à minuit, le samedi soir. On ne peut pas dire que l'horaire était le plus confortable possible, mais il y avait quand même du monde. Et ça, c'est Jacques Attali lui-même, qui était le bras droit de Mitterrand, comme tu le sais, qui me l'a dit, me l'a redit. C'est qu'à un moment donné, Mitterrand, c'était dans un conseil de sécurité à l'Élysée ou je ne sais où, Mitterrand a dit, bon, écoutez, c'est bon, on a suffisamment parlé de la guerre du Golfe, etc. Allons maintenant voir, ça dure une demi-heure, allons maintenant voir l'heure du golf. Et tout ce beau monde se réunit, j'imagine, dans un salon à l'Élysée. Attali, qui était joueur de golf, Mitterrand était joueur de golf, se réunit pour regarder l'heure du golf, qui était diffusée. C'est marrant. Et ça, c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, par la suite, j'avais sorti mon premier livre, qui était le palmarès du golf, où je retraçais les grands moments du golf, etc., que j'avais envoyé à l'Élysée, parce que Mitterrand jouait beaucoup au golf. C'était son sport. Il aimait beaucoup ce sport. Il m'avait fait une réponse très, 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 très agréable, très sympathique. Nous aimons les mêmes champions. Merci de nous avoir... Une lettre? Oui, une lettre manuscrite. C'est pas toujours que tu reçois une lettre manuscrite. Mais encore une fois, c'était une époque
qui le permettait peut-être. Mais même à l'époque, c'est pas toujours que tu reçois une lettre manuscrite d'un chef de l'État en exercice, quoi. T'as rencontré les présidents depuis Ah oui, j'en ai rencontré beaucoup. Toi qui as été beaucoup à la télé, exposé, tu les as rencontrés en off, tu as eu des moments Oui, j'ai rencontré notamment... Il arrive souvent que, notamment quand son pays marche bien, ou un joueur marche bien, etc., qu'un homme d'État ne déteste pas être assimilé à une victoire, quoi. Voilà. En cas de défaite, c'est plus rare. C'est la raison pour laquelle on ne voit plus un président français à Roland-Garros depuis 20 ans. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de présidents. Bah non, parce qu'il y a plus de joueurs français au bout de 4 jours. Donc, c'est ce que je le dis en souriant, mais c'est la vérité. Que ce soit chez les Français ou les Françaises, depuis maintenant 2000, je ne vais pas être tout à fait sûr de mon truc, enfin, depuis au moins 5 ans, ça commence à faire long, hein, il n'y a plus un joueur français présent après 4 jours de tournoi. Tous éliminés. Donc 2 tours. Donc. Mais à l'époque, il y avait quand même des joueurs qui tenaient quand même un rôle intéressant. Est-ce qu'il y avait à l'époque, je me souviens, Lionel Jospin qui adorait le tennis, Jacques Chirac, toutes ces personnes-là venaient relativement régulièrement à Roland-Garros, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant plusieurs années. Maintenant, j'ai rencontré, pour répondre directement à ta question, j'ai rencontré Bill Clinton, USA, Boris Eltsine, qui était président russe en exercice. Je me souviens, Eltsine, il s'était fait, parce qu'il adorait le tennis, et il s'était fait donc apporter un plateau avec 2 verres, à droite et à gauche, que je pensais être des verres d'eau. Des verres d'eau tu me vois venir. C'était pas du tout des verres d'eau. C'était qu'est-ce qui ressemble le plus à de la vodka que tu le vois. La vodka. Je pense en m'approchant de lui, j'ai tout de suite vu que, et surtout j'ai tout de suite assez senti que ce n'était pas de l'eau. Tu l'as interviewé ? Comment ? Tu l'as interviewé ? Oui, mais sur place, dans à son siège. Ce qui au moins veut dire qu'il adorait le tennis. Il ne voulait pas quitter le cours pour aller déjeuner dans je ne sais quel repas officiel. Il est resté sur le cours et on lui a amené son plateau. Il y avait des services de sécurité comme aujourd'hui ? Moins. Moins. Moi, mon delta à Roland-Garros, si tu veux, va de John McEnroe à Rafael Nadal. C'est pas trop mal d'ailleurs comme casting. Mais si tu veux, moi, à McEnroe, je me souviens au début, et ça m'est arrivé, on le croisait dans les allées, tu veux prendre un petit verre ensemble ? On allait prendre un petit verre ensemble. Avec John McEnroe. Avec Rafa, lui-même est quelqu'un de très très gentil, de très sociable, mais il y avait déjà quand même une sécurité renforcée. Et aujourd'hui, il y a une sécurité... j'ai presque envie de dire que trop de sécurité tue la sécurité. Et un Bill Clinton, président américain, en fonction où il était quand tu l'as vu ? Non, il venait de quitter. C'était alors attends que je dise pas de bêtises. C'était ça remonte quand même. C'était en 2001. Donc il avait quitté. C'était en mai, juin. Il avait quitté en janvier. Mais donc il avait quitté 4-5 mois avant. Mais t'avais quand même de la sécurité autour, j'imagine. Oui, je peux dire qu'il y avait notamment un énorme gars. Je peux te dire qu'il valait mieux être son ami que son adversaire. Et lui, mais un énorme gars, un type. Le vrai garde du corps, le gorille, comme on l'appelle. Et en président français, t'en as vu des fans de sport, des sympas, des plus détentes ? Je retiendrai... je crois que la plupart... J'ai rencontré, dans l'exercice de leur fonction, sur différentes manifestations sportives, oui, ça va de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Je les ai tous rencontrés, oui. Dans un cadre sport. Là, le plus récent, c'est tout récent même, c'est John McEnroe qui a reçu la Légion d'honneur à l'Élysée de la part de Macron, donc c'était il y a 1 mois. C'était pendant tout parce que McEnroe est commentateur sur la NBC, comme tu le sais. Et donc ça m'a vraiment touché, parce que ce que j'ai appris, c'est qu'un récipiendaire de la Légion d'honneur, c'est très personnel, là, ce que je vais te raconter, n'a droit qu'à 50 invités. C'est pas beaucoup, 50. Bon. Donc, et John m'a mis sur sa liste d'invités. J'étais pas invité par le président, j'étais invité par McEnroe. Donc, parce que souvent, les remises de Légion d'honneur, c'est 7 ou 8 personnes ou 10 personnes, donc tout de suite, t'as facilement 500, 800 personnes. Ouais, c'est ce qui s'enchaîne, en fait. Voilà, tandis que là, il n'y avait que 50 personnes. Donc, du coup, c'était pas dans le grand salon d'honneur, c'était dans une pièce annexe très belle, très, très jolie. Et là, j'ai vu que monsieur et madame Macron aimaient beaucoup le tennis, parce que non seulement il a reçu la Légion d'honneur,
Mais après, ils se sont attardés pendant, je sais pas, 40 minutes avec les quelques invités qui étaient autour. Et là, j'ai vu que Macalon me dit, si on m'avait dit, à l'époque où je cassais les raquettes, où j'insultais tous les arbitres, etc., que je serais ici en train de recevoir la Légion d'honneur au Palais, jamais je l'aurais cru. Mais c'était une soirée magnifique. C'est en 92, tu vas couvrir tes premiers Jeux Olympiques à Barcelone. Là, on arrive aux Jeux Olympiques, pour vous dire, avant le tournage, parce que vous allez consommer peut-être cette émission pendant plusieurs années sur YouTube, mais on est juste avant les Jeux Olympiques de Paris, avant le tournage. Il y a beaucoup de messages négatifs sur les réseaux, beaucoup de gens un peu inquiets sur la sécurité, sur l'organisation. Moins d'effervescence que dans d'autres pays, c'est dommage. Mais c'est exact. Tu dis que c'était au Japon, 6 mois avant, tout le monde serait déjà... Je crois qu'il y avait des boutiques 3 ans avant Oui, c'est pour exact. acheter des goodies dans les autres pays. Ce qui n'a pas du tout été le cas ici. Alors maintenant, là, à l'heure où nous parlons, le fait est que je constate qu'il y a quand même beaucoup plus de boutiques dans Paris, même si j'en trouve certaines un peu rikiki. Jusqu'à février-mars, il n'y en avait pratiquement aucune. Donc, moi, ça vous... Alors, effectivement, avant les Jeux, notamment... Moi, je prends souvent Londres 2012 comme exemple, pour exemple de jeu parfaitement réussi. De la cérémonie d'ouverture où on voit Daniel Craig, James Bond aller à Buckingham demander à la reine Elisabeth de me suivre. Et puis, un trucage qui fait qu'elle descend d'hélicoptère. C'était un trucage, mais très bien. Avec la vidéo d'intro qui était incroyable. Super. Et elle arrive après sur... Comment imiter une cérémonie d'ouverture. C'était extraordinaire. Donc, c'était des jeux... l'humour, en fait. Mais l'humour britannique. Et tout était bien. Mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, parce qu'aujourd'hui, si tu fais un sondage auprès des Parisiens, je suis pas sûr que l'image des JO soit très bonne. À Londres, c'est quand même une ville très grande, Londres, hein, les ponts n'étaient pas fermés, il n'y a pas eu histoire de QR code pour rentrer chez soi. La circulation, ceux qui allaient aux JO y allaient, ceux qui n'y allaient pas n'y allaient pas. Mais tout ça se passait très très bien. Je te parle de Londres, je te parle d'une très grande ville. Il n'y a pas d'embouteillage monstrueux comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, encore une fois, je connais le peuple français, et notamment les Parisiens en particulier, qui sont très frondeurs. Je pense que plus on va s'approcher... C'est joliment dit. Oui, pour pas employer... oui, ils sont oui. Mais plus on va s'approcher, je pense quand même qu'on va commencer à parler des enjeux sportifs et non pas uniquement de transport et de sécurité. Là, il y a eu beaucoup de transport et de sécurité. C'est vrai que c'est les deux sujets. On ne parle que de ça. Moi, je ne suis même pas capable de te dire, si je le sais un peu, parce que c'est quand même mon métier, mais qui va courir pour la France ou nager pour la France? Je le sais dans les grandes villes, mais on n'en parle pas. Mais non, parce que personne n'en parle. Personne n'en parle. Or, il y a quand même quelque chose... Je te parle de ces deux sports-là, parce que c'est quand même un peu les deux sports phares, on va dire, des JO, l'athlétisme et la natation, et très peu de gens en parlent. Nous sommes à quelques semaines de l'échéance. Encore une fois, je me répète, je pense que et là, ça va être vite, je pense qu'on va se rapprocher de l'échéance et on pourra enfin parler de sport. Quant aux boutiques olympiques, eh bien, mon Dieu, peut-être que certaines ouvriront vers le 15 novembre, et ça sera très bien comme ça. Après les JO. Voilà, exactement. Pour préparer les Jeux Olympiques de 2124, puisque nous avons tous les 100 ans. Tu vas faire quelque chose pour les JO, toi, ou pas? Je vais même faire beaucoup de choses, parce que je vais avoir la chance d'être mobilisé justement sur ces deux sports olympiques rois, que sont la natation la première semaine et l'athlétisme la seconde. Je vais également être associé aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Au Stade de France, tu vas être pour l'athlétisme? Au Stade de France pour l'athlétisme et à la Défense Arena pour la natation. Ça te fait peur, la sécurité? Comment dire? Pour être franc, si par malheur, quelqu'un, et tous les événements récents le prouvent, si quelqu'un est prêt à donner sa vie pour tuer quelqu'un d'autre, c'est très difficile de l'arrêter. C'est très difficile de l'arrêter. Donc, je pense, j'ose espérer, parce que je suis d'un tempérament optimiste, voilà, que ça n'arrivera pas, mais le risque zéro n'existe pas. L'idéal olympique, c'est tout sauf ça. Exactement. N'est-ce pas? Donc, là, nous parlons de deux personnes optimistes qui parlent ensemble, en souriant et tout. Mais la limite... Non, tout le monde est inquiet, la vérité, c'est ça. Oui, là, je pense que voilà... J'espère que l'avenir... On ne le dit pas trop, et si on se voit le 10 août prochain, au terme des JO, et que tout serait bien passé, eh bien... Parce que la réussite des JO, c'est ça. La réussite des JO, c'est ça. Ce sont les fan zones avec des spectateurs du monde entier qui fraternisent,
comme doivent fraterniser les athlètes du monde entier. C'est bien au-delà du prendre une bière le soir au terme des épreuves, etc. C'est bien au-delà du nombre de médailles. Le nombre de médailles, c'est important, mais c'est pas ce qui fait la réussite de JO. Évidemment. Non, mais ça fait peur qu'il arrive même des choses un peu avant pour que ça résonne. Tu sais qu'il y a une loupe sur Paris pendant quelques temps. Ouais. C'est inquiétant. Ouais. Et même pour aller dans les fan zones, le système de QR code. Après, en soi, c'est bien de faire des zones fermées. Alors moi, si tu veux mon opinion sur le truc de QR code pour rentrer chez soi, à mon avis, ça tiendra pas. Je ne peux pas demander à des gens qui ne s'intéressent absolument pas aux Jeux Olympiques de présenter. Après, tout le monde n'a pas non plus un téléphone portable. Si. Bah, si. Moi, Guillaume, attends, est-ce que tu es 100% Est-ce que tout le monde en France a un téléphone portable? Alors, présente-moi une personne qu'on n'a pas. Non, mais... moi, je veux t'en trouver. Je vois quelqu'un qui habite dans une grotte. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, alors, il pourra rentrer chez lui. Soit, peut-être que tout le monde a un téléphone portable. Est-ce que tout le monde est capable d'enregistrer un QR code? Ah oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et puis, attends, de demander des documents à quelqu'un pour rentrer chez soi. Enfin, on va pas faire toute l'émission là-dessus. Ouais. Ce n'est jamais arrivé. En tout cas, ce n'est jamais arrivé. À Londres, à Athènes, à Sydney, ça n'existait pas. Mais nous, on a peut-être plus de problèmes de sécurité. On l'a vu avec les supporters, avec le Stade de France. Ouais, je sais. Et on croise les doigts. Absolument. Il y a eu des nouvelles épreuves qui ont été rajoutées. Il y a eu le surf, le breakdance, pour rajeunir la cible des JO. Tu suis ça avec attention? Bien sûr que je suis ça, et je pense que c'est... je ne te cache rien. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que s'il s'agit de faire rentrer un sport, ça veut dire en faire sortir un autre. Ah. Et là, la breakdance, c'est un très bon exemple. Je vais peut-être dire quelque chose que peut-être tu n'es pas au courant, ou ceux qui nous suivent ne sont pas au courant. La breakdance, donc, a remplacé le karaté. Le karaté, pour lequel nous avons un champion qui s'appelle Dacosta, qui est champion olympique en titre, qui ne peut donc pas défendre son titre à Paris, chez lui. Donc, la breakdance, tu imagines ça dans l'optique des Jeux de Los Angeles 28, les plages californiennes, LA, Bel Air, etc. C'est ça, la breakdance. Eh bien, sache que tu es bien assis là, la breakdance disparaît aux Jeux de Los Angeles 28. Ouais, je vois que ça t'étonne. Alors, effectivement, moi, j'ai toujours cherché à comprendre le... Juste rajouter. Breakdance en 28, ça en va. Moi, j'ai toujours essayé de comprendre le pourquoi des choses, et là, je ne le comprends pas. Donc, on remplace un sport authentique avec un Français encore jeune, champion du monde, champion olympique, prêt à défendre son titre, pour rajeunir. Déjà, les jeunes ne suivent pas du tout la télévision. Déjà, ils ne suivent pas la télévision. Et en tout cas, ils ne la suivent pas comme nous, en tout cas pas comme moi. Est-ce que ça va ramener une audience en plus? Non. Donc, tu vois, donc la réponse est dans la question. Donc moi, je pense que c'est un faux calcul. Et puis bon, je veux dire, qu'on le veuille ou non, moi, j'ai rien contre la breakdance. Mais enfin, la breakdance, c'est quand même pas une finale de 100 mètres. C'est pas un marathon. C'est pas ça. Donc, non, ça, je trouve que c'est pas... je trouve que c'est assez démago et que c'est contre-productif. Je sais pas qu'ils avaient enlevé un sport. Franchement, je pense que tu apprends plein de choses, plein de monde. Toi qui as couvert plein de JO... C'est-à-dire qu'en fait, pour mettre un sport, parce qu'on ne peut pas rajouter indéfiniment, donc il faut en enlever un autre. Et là, il y a un nombre de sports maximum. Exactement. Qu'est-ce qui t'a déjà choqué quand tu as vu des Jeux Olympiques, toi, en oeuvre? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose qui t'a étonné? Mais c'est ce qui me plaît... Bon, dans les Jeux Olympiques, la plupart des choses me plaisent. Sinon, j'aurais pas écrit ce livre dont tu as eu la gentillesse de parler. Mais il y a quand même des choses qui ne me plaisent pas. Ce qui me plaît, c'est cet idéal olympique qui, je crois, existe encore. Ce qui me plaît, c'est le fait, j'en ai parlé avec Philippe Candeloro, qui est un double olympien, qui a amené quand même il a malheureusement pas l'or, mais enfin, il a l'or dans le cœur du public, mais il a quand même 2 médailles olympiques en patinage. C'est le Graal. C'est le fait que ce soit une fois tous les 4 ans. On peut être champion d'Europe, champion du monde. Si on n'est pas champion olympique, il manque quelque chose au palmarès. C'est le Graal. Ou en tout cas sur le podium olympique. Donc tout ça me plaît. Tout ça, l'idéal olympique, voilà le mot que je cherchais, existe encore. Ce qui me plaît un petit peu moins, c'est ce mélange de sports qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tu vois, par exemple, la Dream Team de basket, Dream, ça veut dire le rêve, moi, elle ne me fait pas rêver.
le basket, comme le tennis, comme le golf, qui est un sport que j'adore, ils ont leur calendrier professionnel bien établi, qui tourne toute l'année. Ils n'ont pas besoin, en plus des JO. Et j'ajoute que ces athlètes-là ne logent pas au village olympique, puisque c'est pas assez bien pour eux. Ils logent dans les hôtels de luxe. Donc, est-ce que... je trouve Dans qu'il n'est pas... l'idée du... L'idée de Jeux Olympiques, c'est que tout le monde soit au même endroit. C'est pour ça qu'on crée un village olympique. À partir du moment où tu as des athlètes, tu penses que les basketteurs américains, les milliardaires de la NBA vont venir loger au village olympique. Déjà, ils mesurent, les gars, ils mesurent 2,20 m, les lits sont pas assez longs, etc. Ils vont dans des... Je ne peux pas citer le nom d'hôtel, mais je sais, il y a un ou deux hôtels parisiens, des 5 étoiles, non loin de l'Opéra, qui accueilleront la délégation américaine. Et donc, il n'y a aucun mélange possible. L'aviron est un sport olympique. La gymnastique est un sport olympique. Le tir à l'arc est un sport olympique. Le tir tout court est un sport olympique. Je peux t'en trouver des dizaines. L'athlétisme, la natation, dont on a déjà parlé. La gymnastique, la gymnastique est un magnifique sport olympique. Le javelot, non? Mais ça, c'est l'athlétisme. Non, mais c'est l'une des disciplines d'athlétisme. Je repensais à track and field. Tu te rappelles de ce jeu vidéo? Absolument. Il fallait aller très très vite pour courir. Bravo, exactement. Donc voilà, mais moi, encore une fois, le golf, pareil, le golf, j'adore ce sport. Mais le golf, il y a un calendrier qui existe depuis des dizaines d'années. Le tennis, n'en parlons même pas, on a parlé de Roland-Garros. On n'a pas besoin des Jeux Olympiques en plus. Enfin, c'est mon sentiment. Depuis la guerre Russie-Ukraine, les athlètes russes vont être bannis de certaines compétitions. Je ne sais pas si tu as vu. C'est quoi ton opinion en tant que journaliste sportif? C'est une bonne question. J'entendais ces débats l'autre jour au restaurant à côté de moi. Et je me suis dit, tiens, c'est un sujet intéressant. Alors je vais répondre par une autre question. Apolitique, c'est même pas le sujet. Alors je vais répondre par une autre question. Si on prend une décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne, pour moi, elle n'est pas bonne parce que les athlètes russes ne sont pour rien dans ce qui se passe en Ukraine. Pour rien. Bon. Donc, mais soit, admettons, on prend la décision, boycott général de la Russie de toute forme de compétition sportive. De toute forme? Non. Pourquoi est-ce que tu as, par exemple, en tennis, Danil Medvedev, qui est numéro 2 ou 3 mondial, qui joue tous les tournois, allègrement, ou Roublev, un autre joueur russe qui est dans 5 ou 6e mondial. Alors, eux, ils jouent, et les gymnastes ne peuvent pas participer, les patineurs ne peuvent pas. Je prends volontiers ces deux sports-là, parce que ce sont les sports où les Russes, que ce soit les garçons ou filles, brillent de tout leur éclat. Alors ça, je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Donc là, est-ce que tu as la réponse à la question? Moi, il y avait encore... C'est vrai, ça? Bah oui. J'ai pas fait attention. Bah voilà. Danil Medvedev, numéro 2 mondial, numéro 3, dépendant des semaines, quoi. Oui, voilà. monsieur. Tu vois? Donc, moi, ça, je ne comprends pas. Certains sports, ça passe. Voilà. C'est totalement incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Alors là, ce qui a été décidé, là, c'est une sorte de... Le fameux en même temps, faire plaisir à l'un sans trop déplaire à l'autre. C'est ménager la chaleur. Voilà, exactement. Les athlètes russes pourront participer, mais sous bannière neutre. Ah. Ouais. Donc on n'entendra pas l'hymne russe. Ils seront en forme d'apatrides. Ils seront sous bannière olympique. Emmanuel Macron a donné l'objectif à la France, là, j'ai vu, de terminer dans les 5 premiers au classement de... Est-ce qu'on peut y arriver? Comme je te disais il y a quelques minutes, pour moi, la réussite des Jeux Olympiques ne passe pas par le nombre de médailles obtenues par le pays hôte. Alors bien sûr, c'est un plus, mais la réussite des Jeux Olympiques, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, ce sont les fan zones, voilà, ça c'est un joli mot. C'est la fraternisation entre athlètes de différents continents, couleurs, races, religions, tout ce que tu veux, et entre spectateurs de différentes couleurs, races, religions. Ça, c'est la fraternisation. Ça, c'est l'idéal olympique qu'aurait voulu, je pense, Pierre de Coubertin, qui doit se retourner pas mal dans sa tombe compte tenu de certaines évolutions. Donc, pour répondre directement à cette question, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Toi qui as fait beaucoup d'interviews, tu disais qu'il était plus facile d'interviewer des gagnants que des perdants. C'est très dur d'aller vers un gars qui vient de perdre. Oui. Et plus la compétition est importante, plus c'est difficile. Parce que bon, j'ai un gagnant, tout le monde est heureux, quoi. Tout le monde est heureux, tout le monde partage le bonheur, la victoire, etc. Un perdant, il faut y aller beaucoup de doigté, beaucoup de délicatesse, un joli mot de la langue française, beaucoup de délicatesse. Et s'il ne veut pas, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un athlète qui s'effondre. Et ça m'est arrivé, malheureusement. Parce que le problème, c'est que si l'athlète se met à pleurer, éclater en sanglots,
alors que tu es en train de faire l'interview, c'est toi qui passes pour un exploiteur. Un charognard. Voilà, exactement, un charognard, une sorte de croque-mort, etc. Et ça, c'est tout ce dont je ne veux pas. Et c'est pas du tout moi, tu vois. Donc, oui, pour répondre à cette question, c'est beaucoup plus facile d'aller vers un vainqueur que vers un... Et qu'est-ce qu'on appelle un vaincu? C'est un vaincu. Moi, je me souviens le perchiste Renaud Lavillenie, c'est un nom qui va te dire quelque chose. Je connais. Le perchiste français Lavillenie, une fois avait terminé deuxième au JO, à Rio. La médaille d'argent olympique, il arrive, c'est Renaud, formidable. Formidable. Bah, pas pour lui. Il faisait une tête, je te jure. Il était détruit, tu vois. Alors, en plus, en disant Renaud, médaille d'argent, j'imagine que je me mets quand même à la place des téléspectateurs qui voient un perchiste français médaille d'argent des Jeux. C'est quand même une très très belle satisfaction. Et tu vois, pas pour. Il s'était mis dans un mindset de gagner et de pas être. Exactement. Pour lui, être deuxième, c'est perdu, quoi. Exactement. Et voilà. On marche sur des œufs quand on fait des interviews tout le temps. Voilà, toi, t'en as fait des milliers. Est-ce que tu as déjà eu un moment de maladresse un peu drôle où tu t'es dit, tiens, là, j'ai appris, je ferai plus comme ça? J'ai un souvenir avec... oui, j'en ai même plusieurs. D'ailleurs, il y a quelques séquences zapping. Il y en a une qui est très drôle, qui passe avec Michael Johnson. Michael Johnson, au jeu d'Atlanta 96, bat le record du monde du 200 mètres, qui était un record historique qui existait depuis les Jeux de 1968. Donc un truc... Imbattable. Imbattable, il le bat, et voilà, pendant plus de 30 ans. Et donc il arrive, et je suis très très enthousiaste, il y a de quoi l'être, très enthousiaste. Et Michael, c'est formidable, c'est un petit peu long, et derrière, il y a la traduction américaine, ou c'est l'inverse, en américain avant, et en français pour nos téléspectateurs. Là, c'est un peu long, et au milieu de l'interview, il se sauve, il s'en va. Et il s'en va à toute vitesse en plus. Et parce qu'il y avait le podium qui arrivait, je ne sais pas exactement quoi. Et donc, et à ce moment-là, j'ai dans l'oreillette, le rédacteur en chef qui me dit « Rattrape-le, il faut qu'il finisse l'interview. » Alors, rattraper le recordman du monde du 200 mètres, c'était un peu au-dessus de mes forces. Mais là où l'histoire est drôle, c'est que Johnson, c'est en 96, donc il y a un certain temps, je l'ai revu plusieurs fois, que ce soit dans des JO, parce que cette séquence est passée dans les zappings très souvent, dans les JO ou dans les championnats du monde, etc. Il commente en fait pour la BBC, pas NBC, BBC, donc... L'Angleterre. Voilà, Grande-Bretagne, etc. Il dit, mais thanks to you, my friend, moi en Amérique, tout le monde m'a oublié depuis longtemps, mais vous, ici en Europe, en France, grâce à cette séquence, on se souvient encore de moi. Oui, mais parce qu'on a dû lui montrer la séquence. Je ne sais pas qui lui a montré cette séquence, mais tu vois, il a dû l'avoir sous les yeux. Et puis en plus, c'était un garçon qui a beaucoup d'allure, qui n'a pas changé depuis presque 30 ans. Il n'a pas changé. Il est d'une élégance extraordinaire. Voilà, ça alors, je ne sais pas si c'est une gaffe. Oui, c'est forcément une gaffe, mais quelques temps après, on s'en souvient avec beaucoup de sourire. Et ce qui est drôle, c'est que tu as failli... tu étais tellement populaire, au bord du terrain, à Roland-Garros, que les spectateurs scandaient ton nom et ça dérange les matchs. Oui, ça c'est arrivé il y a quelques années déjà. Oui, ça je suis bien obligé de dire oui, parce qu'il y a des images qui en attestent. De Nelson, oui, dans les allées encore ça allait. Mais ils t'ont demandé de sortir, ils ont fait virer. Oui, alors la direction du tournoi a très moyennement apprécié. Et c'est de moi-même que j'ai dit, parce que le problème, c'est que là j'arrivais en plein milieu du cours, à la fin du match quand même. Et j'allais vers le joueur au pied de la chaise de l'arbitre. Et le problème, c'est que les interviews n'étaient pas sonorisées. C'est-à-dire que c'était pour les téléspectateurs entendaient, mais les spectateurs sur place n'entendaient pas. Et là, il n'y a rien de pire. Tu vois un gars qui arrive et tu n'entends pas ce qu'il dit. Et donc, puisque cet adjectif te plaît, le public français volontiers frondeur, a manifesté son courroux. Voilà. Tu vois, j'emploie les expressions un peu d'avant. Pour terminer, on va terminer en 2 minutes, mais Amélie Mauresmo a déclaré que la vente d'alcool serait interdite dans les tribunes pendant Roland-Garros. Ouais. C'est quoi ton opinion, toi, qui a vécu tu vois, plusieurs années, tu as vu l'évolution, tu disais des règles et tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un peu triste d'enlever l'alcool? Écoute, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'à Flushing Meadows, donc à New York, ça se passe plutôt bien. Les gens
consomment de la bière. En Australie, il y a ce qu'on appelle les beer bellies. C'est les Australiens, ils sont très nature, etc. Donc, beer bellies, c'est un peu... Beer bellies, le belly, c'est le ventre. Le beer, c'est la bière. Donc, c'est la bière qui, prise par excès, fait qu'on a des gros ventres. Mais c'est une expression australienne. Mais ça, c'est une question de conscience individuelle. Je veux dire, moi, j'ai très peu souvent vu des gens qui viennent au tennis pour se saouler. Maintenant, je pense qu'avant, d'interdire, si parce que ce qui s'est passé, c'est que cette année, il y a eu quelques débordements, il y a eu quelques sifflets, etc. Bon, je suis pas sûr. Là aussi, je suis pas sûr que ça tienne. Ça. Encore une fois, ça touche très très peu de gens. Moi, j'ai jamais vu de gens ivres à Roland-Garros. Je dirais même qu'à Roland-Garros fait partie quand même des enceintes sportives en France où le comportement est le meilleur. Il n'y a pas de débordement particulier, il n'y a pas de hooligans, il n'y a pas tout ça. Ah bah non. Il y a eu 2-3 mecs qui ont été un peu peut-être bourrés cette année. 2-3 sur 15 000. Tu vois, quand je dis 15 000. Mais comme il n'y a pas un bruit, tu mets un mec qui a un peu bu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Excessif. Mais c'est vraiment très, très, très faible comme minorité. Ça te fait marrer qu'on t'imite souvent? T'es un peu le gars le plus imité de France. On voit tout le temps des imitations de toi. Et ça te fait marrer ou ça te fatigue? Eh bien, ma dear Guillaume, I wish to tell you, je souhaite vraiment vous dire que c'est un grand plaisir de parler avec vous. Bon, on te le fait. Peut-être que ce sont mes origines anglo-américaines qui me font dire que je n'ai jamais eu de problème avec l'autodérision. Au fond, se moquer des autres, c'est assez facile. Se moquer de soi-même, ça demande un petit peu de travail sur soi. Et donc, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, à partir de là, qu'on m'imite, c'est plutôt sympathique. D'ailleurs, à l'époque, il y avait les Guignols. C'est là où ça a commencé. C'est les Guignols sur Canal. Et depuis que j'ai rencontré et sympathisé avec un garçon que tu connais évidemment, qui est Bruno Gassio, qui était le fondateur des Guignols, je sais que cette marionnette était plutôt sympathique et qui permettait en plus de faire des interviews avec d'autres personnes, tu vois, donc de mettre en avant un peu ce que je fais dans mon métier. Et donc voilà, ça a été. Je regrette bien au-delà de ma modeste personne. Je regrette que ce programme se soit arrêté parce que c'était l'ironie française dans ce cas-là parce que c'était subtil, les textes étaient drôles, les imitateurs étaient remarquables. Yves Lecoq. C'était une petite fenêtre qui marchait très bien parce qu'en plus elle était en clair. Il y avait des millions de gens qui regardaient. Et enfin, voilà, ça a été arrêté brutalement. Oui, j'ai pas très bien compris pourquoi. Je crois qu'il y a certains hommes politiques qui ont été vexés par des... Vexés de quoi? Alors justement, l'autodérision. Mais tout le monde l'a pas. Ben hélas. Mais je crois que c'est ça. Sans les citer, on s'en fiche. Hélas. Mais je crois que c'était ça. Hélas. Tu as récemment déclaré toucher 5 000 euros par mois. C'est des sujets qui sont assez tabous en France, parler d'argent. Moi, ça me pose pas de problème, on en parle souvent. Et puis c'est cool, au contraire, il faut qu'il y ait des modèles, il faut que ça te fasse rêver, il faut qu'on ait envie de ressembler à... T'as pas été emmerdé après avoir parlé de... Écoute, moi, on me pose une question, je réponds. C'est ce que je touche à France Télévisions, au service des sports de France Télévisions, où c'est le service public et où, à ma connaissance, c'est une rémunération qui est assez proche de l'ensemble des collaborateurs de ce service et de la rédaction. Maintenant, j'ai des spectacles, j'ai cette pièce de théâtre avec Philippe, j'ai mes livres, etc., qui permettent je vais éviter le cliché d'arrondir les fins de mois, parce que c'est vraiment un cliché, ça fait qu'ils permettent, d'avoir une somme plus importante, dépendant des mois, parce que les autres fonctions, ce ne sont pas des fonctions régulières mensuelles, évidemment. Mais il y a une chose que je peux dire, puisque j'ai l'impression qu'on s'approche un peu de la fin de cet entretien, c'est que si les jeunes veulent entrer dans le journalisme pour gagner beaucoup d'argent, il faut qu'ils changent de métier. Parce que ce n'est pas la motivation première. Ce n'est certainement pas la motivation... Il y a deux pièges à éviter. Le premier, c'est celui-là. Parce que les rémunérations, effectivement, ne sont pas du tout... Tout le monde pense qu'on est multimilliardaires. Alors, c'est faux. C'est faux. Donc ça, c'est le premier piège à éviter. Et puis le deuxième piège, et là, j'insiste auprès de mes étudiants, parce que je connais un peu la nature humaine. Ah ouais, je veux passer à la télé. Bon, alors là aussi, c'est un piège. Parce que déjà, on ne passe pas à la télé tout de suite. Il faut attendre un peu. Et puis, il faut aussi avoir la capacité de le faire. Il y a énormément de reporters, et j'en connais, de reporters qui sont remarquables, qui font des remarquables sujets, mais dont on ne voit pas leur visage à l'écran. Et ça permet de faire des carrières
tout aussi intéressante. Et avec moins de, moins de déception si un jour un directeur des programmes dit non, lui, j'en veux plus, parce que ça arrive, ça aussi. Donc voilà, c'est tout ceci, mais tout ceci, je l'ai appris au fil du temps. Pour terminer, ton boulot, il est différent aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu fais plus attention. On est dans une société, on fait plus attention à ce qu'on dit. On est tout de suite, il y a une énorme loupe sur une phrase qui va être prise. À tout. Tu fais plus attention ou tu t'en fiches? Alors, déjà, réseaux sociaux, je les appelle fléaux sociaux. Je m'exprime pas souvent comme ça, mais là, je suis heureux de te le dire, Guillaume, parce que je sais, et tu le sais, qu'il y a des personnes qui sont toute la journée, quelle vie, hein, toute la journée devant leurs ordinateurs, un tel a dérapé. Ça, c'est le mot que tu entends toutes les soirs. Oui, il a dérapé, et puis on multiplie, etc. Alors moi, ça, c'est pas du tout, mais enfin, je pense que tu t'en rends compte. C'est pas du tout, c'est la culture de ça d'être. Depuis quelques années. Ouais, écoute, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Donc, mais pour répondre à ta question, oui, ce métier a donc considérablement évolué et pas nécessairement bien, puisque les joueurs, les athlètes, les sportifs, les artistes aussi, parce que je fréquente aussi beaucoup d'artistes, ont leur propre communication, leur propre community manager. Les journalistes, mais quel que soit le journaliste, ils ne le voient pas nécessairement comme ami, parce que forcément, eux, ils préféraient, je fais mon interview pour moi-même et je la diffuse à qui veut la regarder, etc. Or, les réseaux sociaux interdisent ça. Quelque part, tu dois passer par des intermédiaires, etc. Donc, voilà, ça a considérablement évolué, la technologie a considérablement évolué, et l'IA fait que ça va encore plus évoluer. Et que dans quelques années, pour te dire la vérité, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore vraiment des vrais journalistes au sens où nous l'entendons, avec un sens critique. Parce qu'attends, un organisateur de tournoi, il veut pas qu'il y ait des critiques comme ça. Un joueur, il veut pas qu'on pose une question un peu gênante, un peu embarrassante, sous-entendu là. Franchement, c'est pas dans un avec de l'aspérité, quoi. Exactement. Donc à partir de quelle est la tentation? Le tournoi de Wimbledon, c'est quand même le plus important tournoi au monde de tennis, l'an dernier, a été partiellement commenté sur intelligence artificielle. Tu te rends compte? Je savais pas. Mais oui, donc si tu veux, il y a une évolution qui, non, pour répondre directement à tes questions, qui ne me plaît pas du tout. Mais c'est ainsi, et il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est pour ça que j'ai encore quand même beaucoup d'admiration pour les journalistes qui continuent honnêtement à faire le travail avec un sens critique que j'ai toujours essayé d'avoir. Dernière question, quel sportif t'aurais aimé interviewer que t'as pas eu l'occasion d'interviewer? Ça en avait un. Oui, je vais te répondre. D'ailleurs, c'est dans ce cahier de vacances là, que tu as en main. Tu me permets de faire des transitions. Non, mais parce que on parlait de fraternisation il y a quelques instants. Alors celle-là, elle est extraordinaire. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Berlin 36. Donc, le contexte historique est que nous sommes 3 ans avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Le public là-bas est un public essentiellement acquis à la cause nazie. Bon. C'est en Allemagne en 36. En Berlin 36. Berlin, j'ai oublié de préciser que c'était à Berlin. Berlin 36. Et donc, la plupart des épreuves se déroulent sous les yeux du Führer avec son entourage. Bon. Et arrive le concours de saut en longueur. Là, franchement, je crois que c'est peut-être la plus belle histoire olympique que je connais. C'est pas loin d'être la plus belle histoire tout court. L'Allemand Lutz Long, qui représente exactement le profil arien, blond, etc., est opposé en confrontation directe à l'Américain Jesse Owens, noir américain. Donc, le noir américain, c'est l'ennemi de la race tel que l'entendait ces sinistres personnages. Et là, tu vois, donc, Lang est en tête du concours, Owens a du mal avec les marques. C'est parce que le saut en longueur, s'il faut prendre une marque, tu cours, le plus vite tu cours, mais là, le plus loin tu sautes. Et il a du mal avec les marques, il mord, je crois, ses deux premiers essais, donc il est out, il est plus en concours. Et Lang est en tête. Et là, à ce moment-là, tu vois Lang qui vient donner des conseils à Owens pendant le concours, etc. Ah non, il faut que tu te rapproches, que tu t'éloignes, etc. Résultat, au 3e essai, Owens prend la tête de Lang, bat le record olympique, bat le record du monde et s'empare de la médaille d'or devant Lutz Lang, qui donc termine, quand même 2e, mais c'est pas la même chose. Eh bien, et tu vois, il y a des photos qui représentent ces deux hommes avec un sourire radieux. Alors on dit que Jesse Owens est la grande vedette des Jeux de Berlin 36, mais pour moi, c'est Lutz Lang, la grande vedette de ces Jeux, parce qu'un courage pareil qu'il a payé de sa vie. Ah bon? Quelques années après, il est parti sur le front, il a été tué dans la Deuxième Guerre mondiale
en 1942, donc 6 ans après. Et je dois dire que vraiment, et Owens est resté fidèle au souvenir de Long toute sa vie. Owens qui était descendant de arrière-petit-fils d'esclaves noirs américains. Ça pour moi, Oui, de voir qu'ils font du sport ensemble et que... ça c'est l'idéal olympique. Ça, c'est la fraternisation au péril de sa vie. Merci Nelson. Là, tu viens de nous citer une histoire qui est dans le cahier de vacances. Oui, c'est exact, il y en a pas mal d'autres. Donc il y a des histoires, il y a des petits jeux à faire. Il y a des petits jeux. C'est bien à la plage. Voilà, et puis c'est en voiture. C'est familial. En voiture, sauf pour celui qui conduit quand même. Et puis les enfants peuvent tomber dessus, c'est pas grave, il n'y a rien de... Non, non, bien sûr que d'ailleurs c'est familial. Oui, c'est plus familial que pour adultes. Oui, par exemple, si je te pose la question, tiens, je te pose une question, comme on arrive à la fin, c'est moi qui vais te poser la question. Qui est le joueur? Alors ça, il y a facile, moyennement facile, et puis un peu difficile, bien qui n'est pas très difficile. Qui est le joueur de tennis espagnol qui a gagné 14 fois le tournoi de Roland-Garros? Rafael Nadal. Bravo, t'as répondu. Alors, pour ça, c'est assez facile. Il y a les plus difficiles, et ça, je te laisserai les regarder, parce que je ne veux pas te mettre en difficulté. Voilà, ça s'appelle Un été sport avec Nelson Montfort. C'est chez Magnard. Je vous mets le lien cliquable si vous voulez aller le prendre pour l'été, avec plaisir. Et je vous mettrai aussi les dates, si jamais vous voulez, en lien cliquable, pour aller voir Nelson au théâtre Sapatine à Tokyo. Je vous mettrai toutes les dates avec Philippe Candeloro. Ils sont en tournée. Je vous mets toutes les dates qui apparaîtront dans la description. Et si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, dans la description, je vous mettrai le lien cliquable aussi. En tout cas, merci de faire de Légende le premier podcast de France, depuis qu'on a lancé. Merci 1000 fois. Vous êtes 100 000 à vous abonner en moyenne par mois sur notre chaîne YouTube. Donc, merci d'arriver de plus en plus nombreux. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Puis, merci Nelson d'être venu jusqu'à nous. Thank you, my friend. Bon courage pour ce soir. Je sais que tu pars à Arras tout de suite. Oui, pour la pièce de théâtre. Merci 1000 fois. On a passé un bon moment. C'était je confirme. Sympa de te rencontrer. Je confirme. À bientôt tout le monde. Bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo ensemble.